Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du débrief. Nous reviendrons sur la loi contre la violence à l'égard des femmes. Comme on le sait, la loi 103/13 est finalement et dernièrement entrée en vigueur. Désormais, les actes de violence, jadis plus ou moins admis, sont considérés comme des délits, voire des crimes. On ne pourra ainsi plus harceler une femme dans la rue ou par des moyens électroniques, de même que la violence est également proscrite. Cela étant, cette loi comporte plusieurs lacunes qui ont fait monter au créneau associations et autres organismes intéressés et ou concernés par la problématique de la violence. Mais il existe un autre angle de vue qui veut que les hommes semblent avoir été oubliés dans cette question, ces hommes respectueux, courtois, mais qui se sentent cloués au pilori par ce texte. Alors, la loi 103/13 est-elle suffisante pour faire reculer le phénomène de la violence à l'égard des femmes au Maroc? Cette problématique est-elle justement marocaine ou, comme on pourrait le penser et qu'on le pense, universelle? Et quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il faudrait prévoir pour permettre à cette loi de changer les mentalités? En seconde partie de cette émission, en actualité internationale, nous irons aux États-Unis où Donald Trump est encore dans la tourmente. Mais ce n'est pas nouveau. Il l'est depuis son élection, voici maintenant 2 ans. Et depuis presque 2 ans, sa présidence est rythmée par les démissions-révocations, plus révocations que démissions d'ailleurs, par des ouvrages pamphlets, les uns plus rugueux que les autres. Nous parlerons de ces sujets avec nos invités. Naïm Kamal, commence par vous, Bonsoir. directeur de Kuwait.ma. Bonsoir. C'est moi qui dis bonsoir, vous dites après. Oui. Maître Fatem Zahra Chaoui, vous êtes avocate et vous êtes aussi président de l'association marocaine pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du sujet, on va vous entendre. Et Maître Leila Slessi, vous êtes aussi avocate, mais avocate d'affaires, mais avocate et juriste. Bonsoir Maître. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Naïm Kamal, on va commencer avec vous. On va avoir le point de vue d'un homme. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi 103/13? Qu'est-ce que vous en attendez? Comment vous la concevez? J'en pense beaucoup de bien. C'est bien, c'est un bon début. Le plus Mais encore le plus naturellement du monde. Vous me dites ce que j'en attends ce qu'on attend de toutes les femmes qui en ont ras-le-bol d'être harcelées dans les rues ou de leur emploi ou dans une société majoritairement encore et fort malheureusement phallocrate, misogyne, très masculine, qui se croit tout est permis pour l'homme et rien ne doit être cédé à la femme. Donc, bon, mais ça reste une loi. Il y a la révolution que peut introduire une loi. J'ai souvent dit, il y a 2 façons de produire les textes de loi. Soit c'est pour changer une situation, c'est le cas actuel, et donc il va falloir aller un peu au forceps. À changer ou à faire évoluer. Pour venir sanctionner ou couronner une évolution sociétale. Or, malheureusement, au Maroc, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une plutôt régression sociétale par rapport aux années 60, par rapport aux années 70, peut-être pas au niveau du harcèlement, mais au niveau de la liberté comportementale de la femme. Il est vraiment nécessaire de remonter aussi loin aux années 60, c'est pas une régression par rapport à il y a 20 ans, tout simplement. J'imagine que vous l'avez déjà vu, je suis en train peut-être de m'apesantir, mais je vais m'arrêter là, sur des applications sociales, enfin les réseaux sociaux, on a eu souvent des envois ou des messages où l'on vous envoie des photos de femmes des années 60 avec leur façon de s'habiller, très moderne, très à la pointe, et avec les femmes d'aujourd'hui. Malheureusement, moi je n'ai pas eu à le constater pas plus loin qu'il y a quelques instants avant d'arriver là. Allez-y, oui. Bien, on va passer à Maître Slessi. Est-ce qu'à votre avis, cette loi est la panacée? Est-ce que vous pensez que pour ce genre de problématique qui remonte à la nuit des temps et qui a inscrit les rapports entre hommes et femmes sous un signe conflictuel, est-ce que vous pensez que plus d'une loi, comme pensait à le dire Naïm, je crois, est-ce que ce n'est pas la société qu'il faut évoluer plus que la loi, qu'il faut faire évoluer? Je ne pense pas que les problèmes entre les hommes et les femmes remontent à la nuit des temps ou qu'ils sont marqués du sceau du conflit. Absolument pas. Je pense l'antagonisme, alors on va dire. Au contraire, les rapports entre hommes et femmes harmonieux sont, à mon sens, ce qui est garant de la pérennité de notre espèce et de l'évolution.
et ils ont été harmonieux jusqu'à l'avènement de la cité, où là, nous nous sommes retrouvés dans des cités construites par des hommes, pour des hommes, et l'homme a pris naturellement le pouvoir et a façonné cet espace à son image. Et puis l'évolution économique qu'on a connue, et notamment au Maroc aujourd'hui, avec une femme de plus en plus active qui se positionne sur tous les fronts, crée un certain malaise dans nos sociétés, où ce pouvoir, qui finalement n'était pas tellement discuté, qui s'inscrivait dans quelque chose construit et dans lequel on cantonnait la femme, a commencé à devenir discuté, challengé, et aujourd'hui donne lieu de plus en plus à des excès. Et ces excès sont pour moi le fruit d'un malaise. Et c'est ce malaise qu'on doit dissiper. Alors par la loi, évidemment, la loi n'a pas pour rôle ne sera pas suffisante. La loi est là pour rétablir une égalité. On se positionne sur le terrain de l'égalité. Lorsque le législateur constate que la moitié de notre population subit des violences répétées, quotidiennes, qui ne sont pas sanctionnées, il a le devoir de les sanctionner. Et le travail qui a été mené a été un travail laborieux, de longue haleine, pour arriver à ce résultat. Mais la loi n'est pas suffisante. Nous avons, par exemple, aujourd'hui au Maroc, des lois qui répriment le viol, qui prévoient des condamnations extrêmement lourdes. Et lorsqu'on voit l'application qui est faite de ces lois dans nos tribunaux, on constate qu'il y a un véritable problème. Dire qu'aujourd'hui... Dans le cas où le viol soit dénoncé, soit signalé par sa victime. Déjà, on prend tout le processus. Il faudrait que déjà la femme accepte de prendre la parole, aille se rende au commissariat et soit accueillie, que sa plainte soit recueillie, qu'elle ait les preuves suffisantes. Et elle arrive en bout de course devant un juge qui va prononcer, et les chiffres sont là pour le montrer, et la jurisprudence est là pour le montrer, des sanctions en général autour d'une année. Est-ce qu'on considère aujourd'hui qu'il est logique de condamner des violeurs à 1 an de prison, alors que nous avons des textes qui prévoient 10 ans, 15 ans, qui prévoient des peines extrêmement lourdes. Justement, avec l'intervention de la société, l'implication de la société, les réseaux, les tollés qui existent à chaque fois, bon, ça va un peu plus loin que 1 an maintenant, ça va aux 5 ans, ça va aux 10 ans, ça change. Je ne généraliserai pas, pas plus tard qu'il y a quelques mois, en 2016, Khadija s'est suicidée. Elle a été victime d'un viol collectif, et ses agresseurs, après tout le processus qu'on vient d'évoquer, ont été sanctionnés à des peines de sursis ou à 1 année de prison. Des peines extrêmement faibles qui lui ont valu de mettre fin à ses jours après 2 tentatives. Et ce n'est pas terminé. Donc aujourd'hui, dire que que les sanctions sont de plus en plus graves, c'est faux. Maintenant, je pense qu'il y a un travail qui doit accompagner ce travail législatif, qui est un travail d'éducation, qui est un travail de sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes, sans quoi cette loi ne servira absolument à rien. Alors l'ensemble des parties prenantes, ce sont les médias, c'est l'école, publique ou privée, enfin le programme de l'enseignement, et il y a aussi la société civile et les associations. Alors, Maître Fatem Zahra Chaoui, vous êtes président de l'association marocaine pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Vous avez donc été à la manœuvre, vous êtes monté au créneau, vous connaissez très bien ce sujet, vous connaissez ses lacunes, ses avancées. Est-ce qu'on peut parler de lacunes de cette loi ou de véritables avancées? Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, comme a dit M. Naïm ici présent, la loi, elle est là. On ne peut que s'en réjouir. D'abord, oui. Est-ce que c'est une loi? Moi, je ne l'ai jamais qualifiée de loi. Quand je dis loi, je dis toujours loi entre parenthèses, parce que pour moi, c'est des amendements au code pénal. Si vous reprenez les articles, ils font toujours référence au code pénal, c'est-à-dire le mutammim, le mukammil, le code pénal. Donc, c'est que des amendements au code pénal. De toute façon, les associations féministes qui sont en connaissance de cause, parce qu'on a plaidé pendant plus d'une décennie pour avoir cette loi, donc c'était une revendication des associations de femmes. De toute façon, l'Association marocaine de lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui est une association spécialisée, qui est la seule association au Maroc spécialisée dans les violences à l'égard des femmes, parce que les autres associations, c'est généralement les droits de femmes, entre autres les violences à l'égard des femmes. Donc, on était parmi les associations pionnières qui ont plaidé pour avoir cette loi. Donc ça fait plus, c'est-à-dire officiellement depuis 2004, on plaide avec les associations pour avoir cette loi. Depuis plus de décennies, une vingtaine d'années, que nous revendiquons une loi contre les violences à l'égard des femmes. Aujourd'hui, nous avons, après 5 ans de blocage, après des résistances, après des années de bras de fer entre le mouvement féministe... Excusez-moi, je vous interromps, vous avez parlé de résistance. Ce serait intéressant de savoir qui résiste à ce genre de loi.
il y a eu des résistances pendant une vingtaine d'années. C'est des résistances politiques, sociales? Toutes partis politiques qui sont passés par le gouvernement confondu. On a eu un projet quand Nizar Sqali était ministre de tous les partis confondus qui sont passés au gouvernement, vous incluez les partis de gauche? Oui, oui. Ils n'ont rien fait. J'inclus les partis de de gauche. gauche. Donc la résistance, c'est pour dire que les résistances sont là. Quel que soit le parti, je le dis. Pour que ça soit clair, parce que généralement on a tendance plutôt à mettre ça sur le dos des islamistes et des conservateurs. J'en viens. Et là vous mettez dans le paquet des partis comme le SFP, le PP, j'imagine. C'est les deux seuls partis de gauche entre guillemets, dans ce cas-là. Qualifiés comme tels, on va dire. Je ne nommerai pas des partis. Oui, mais moi je les nomme. Non, mais il faut y aller, il faut dire les choses. C'est une position politique finalement. Il faut le dire franchement. La cause des femmes n'est pas une priorité chez les politiques. Que ce soit dans les partis politiques, que ce soit au gouvernement, ce n'est pas une priorité. Qu'ils soient hommes ou femmes. Ouais, c'est le dernier des soucis des politiques. Et je pourrais vous dire qu'il y a des discriminations dans les partis, au niveau des partis. Je le dis, je n'ai jamais été partisane. Mais quand même, je suis une citoyenne une militante des droits humains. Alors, on va rester sur ces partis, si vous me le permettez. Naïm, justement, vous qui aimez bien parler des partis, la loi a été donc dans les couloirs en train de traîner. Madame Chaoui a dit qu'ils ont commencé en 2004, enfin bien avant. En 2004, ça a commencé à prendre plus ou moins forme. En 2013, comme son numéro l'indique, la loi est passée, enfin a été soumise. Elle a été votée donc il y a 6 mois. Alors, il y a des chiffres pour la seule Chambre des représentants. Elle a été adoptée en première puis en deuxième lecture par 83 pour, 22 contre et 0 abstention. Donc ça fait 105 députés pour 395 au total. Vous lisez ça comment? Et comment on peut expliquer aussi les 22 qui ont voté contre? D'abord, je parle sous le contrôle des avocates qui sont nos partenaires ici ce soir. La production des lois est toujours lente, quelle qu'elle soit la loi. Ce n'est pas un processus simple. C'est un processus très compliqué qui implique énormément d'ingrédients, d'interférents. D'accord, alors revenons au nombre de députés qui ont voté. Non, je dis, parce que vous avez dit que c'est une loi qui remonte à 2013, c'est ça? Alors, ou 2015 2013. À 2013, moi je trouve qu'elle a été plutôt relativement adoptée rapidement. Si l'on voit le processus relativement rapidement, si l'on compare, pour qu'on ne prenne pas au mot, par rapport à la production des lois généralement. Quand vous voyez des textes sur la Mazir et sur beaucoup d'autres choses, et le temps qu'ils prennent pour voir jour, il faut donc... Oui, mais là, il s'agit d'une protection d'une partie de la population, en l'occurrence la moitié. Non, c'est-à-dire, si on veut parler du sujet de la femme et de la loi et de la violence faite aux femmes, du harcèlement en général, des droits de la femme plus globalement, il faut en parler le plus sérieusement du monde pour que ça ait de la portée. Le fait qu'il n'a été voté que par, je l'ai dit tout à l'heure, 83 pour, 22 contre. Mais quand est-ce que vous avez vu le Parlement marocain, en dehors de l'ouverture du deuxième vendredi d'octobre, plein à 100% ou à 50%? Donc il y a toujours eu, on a vu une salle clairsemée, quelques députés, et que déjà on est pu mobiliser, il faut voir le côté positif, mais elles ne seront pas d'accord avec moi, 100 députés pour voter cette loi, que 85 ou 83 les voter. C'est déjà pas mal. Vous êtes un grand pessimiste. Optimiste, je veux dire. Grand pessimiste. Alors, sur les 105 présents, c'est déjà une très large majorité. J'aimerais bien que ces pourcentages ou ces taux se répercutent, ou soit la répercussion de la tendance réelle au sein de la société, ce qui n'est pas le cas. C'est là où ça risque... Je pense, si je peux me permettre, oui. Contrairement à ce que vous venez de dire, je suis entièrement d'accord avec vous. La mobilisation, on n'est pas en train de parler du nombre de votants ou nombre de parlementaires présents le jour du vote. On est en train de parler de deux choses. Il y a d'un côté les résistances.
Elles existent, dans toute société, elles peuvent exister et nous les combattons. Mais il y a de l'autre côté, et je pense qu'il est le plus grave, et ce qu'a démontré ce processus lent, c'est l'absence d'intérêt. L'absence totale d'intérêt. Ça n'est même pas de la résistance. Et c'est encore plus violent. C'est-à-dire que des associations, il y a une association américaine extrêmement crédible qui a établi une étude sur la question et sur tout ce processus, en interrogeant des centaines de militants, d'associations qui ont participé à l'élaboration, à la production d'amendements, en demandant quelles étaient les principales difficultés rencontrées. Eh bien, monsieur, les principales difficultés rencontrées étaient d'attirer l'attention. Simplement d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui vous réponde, à qui on peut exposer la situation. Donc, les résistances, évidemment, et nous combattrons tous ceux qui s'opposent à mettre en place un arsenal législatif adéquat. Mais avant tout, ce qu'il faut faire, et ce que ça dit, c'est que nous devons sensibiliser. Nous devons sensibiliser sur l'importance du sujet et sur l'importance qu'il doit avoir dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos écoles et dans l'hémicycle. Est-ce que, Leïla Selassie, vous ne pensez pas... Si je me permets, sur la résistance, c'est important. Les résistances, elles sont là. Les résistances, elles sont culturelles au Maroc, vis-à-vis de la femme. Les politiques, ils ne font que partie de la société marocaine. Ils reproduisent la mentalité des Marocains. La résistance, elle est sur tous les niveaux. Sur le niveau politique, le niveau sociétal, sur tous les niveaux. Et nous le touchons chaque jour, que ce soit dans le domaine de notre travail, que ce soit dans la rue, que ce soit en plaidant avec les politiques, que ce soit dans les partis politiques. La résistance vis-à-vis des femmes sont là. Pour revenir à ce qu'a dit M. Naïm Kamel tout à l'heure, avec la tendance islamiste, je ne dis pas musulmane, je dis pas, avec la tendance islamiste qui est en montée, pas au Maroc, pas qu'au Maroc, je ne parle pas qu'au Maroc, que dans tous les pays musulmans et arabes, aujourd'hui, il y a une régression des droits de femmes. Il y a une grande régression des droits de femmes, nous le touchons, nous le vivons au quotidien, nous le vivons peut-être dans d'autres pays arabes. Peut-être que la Tunisie, ils ont un peu franchi le pas parce qu'ils ont un peu... Ils sont sortis. C'est pas tellement sûr. Mais politiquement, oui. Au moins politiquement, au moins ils ont une bonne législation. Au moins aujourd'hui, on peut parler de l'égalité sur l'héritage, qui est un sujet très tabou aujourd'hui au Maroc. Donc, plus ou moins, quand il y a une volonté politique, je dis quand il y a une volonté politique, peut-être que les résistances se dissouent un peu. Donc vous pensez que si ça a tellement traîné, c'est parce que les partis ont reflété l'opinion publique, ont reflété une partie de la pensée de l'opinion publique ou du positionnement de l'opinion publique. C'est des membres de la société, les politiciens, les membres des partis politiques. Par conviction et par esprit... Par culture, par conviction. Par culture et par esprit politicien aussi. Très bien. Leïla Selassie, le fait qu'elle ait été adoptée en 2018, juste après, quelques mois après le phénomène de MeToo, de Balance ton port, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une relation entre les deux? Ça a un peu accéléré les choses, que la problématique s'est posée, si vous voulez, d'une manière plutôt universelle et que les Marocains ont été... Est-ce que vous pensez ça ou alors, c'est une question de calendrier, tout simplement? Je pense que Mme Chaoui est plus à même que moi pour répondre exactement à cette question sur le calendrier, puisqu'elle a suivi l'élaboration et notamment le vote. Mais je pense que de manière générale, il y a un universalisme dans cette question. Et puis, il y a un mouvement, et il y a un mouvement qui est devenu universel, de femmes qui s'élèvent et qui adoptent des nouvelles méthodes, hors la méthode législative, pour porter cette question et pour en faire un débat public au sein de l'opinion publique, pour alerter sur cette question-là. Alors ça prend plusieurs formes. Il y a eu un mouvement MeToo occidental qui a été extrêmement suivi d'un balance ton port, où les femmes ont enfin pris la parole et ont osé. Quelque chose a été débloqué, elles ont osé prendre la parole. Et au Maroc, on a eu cette loi qui est une expression législative de la même question. Et très récemment, on l'a vu hier, le mouvement Massaktech qui est en train de prendre de l'ampleur aussi. Qui est en train de prendre de l'ampleur et qui relève du même... C'est un hashtag qui est sorti pour dernièrement pour l'affaire de Saad Mjarrad, Massaktech, donc c'est tout un mouvement qui est en train de monter. Et donc il y a une sorte d'émancipation, une nouvelle émancipation de la femme, si vous voulez. Le mouvement Massaktech ne fait pas suite à l'affaire Saad Mjarrad, a utilisé l'affaire Saad Mjarrad comme un prétexte. Disons qu'il est plus audible maintenant. Il est plus audible parce qu'il a fallu s'attaquer à un symbole, ça a été fait. Mais l'idée, c'était de faire changer la peur de camp. L'idée, c'est de permettre aux femmes de s'exprimer sur les
les agressions qu'elles subissent au quotidien. Je ne suis pas très d'accord sur la terminologie. Sur quoi? Sur la peur, faire changer la peur de quoi, c'est-à-dire... Alors ça devient intéressant parce qu'il y a une question de peur, justement. Oui, il faut se méfier voilà, c'est ce que disent les femmes quand elles parlent de ça. Il faut se méfier des mots. Qu'est-ce qui vous dérange dans l'expression faire changer la peur de camp? Maintenant, vous me dites que la femme a peur d'être harcelée, a peur d'être malmenée. Et vous situez l'histoire de changer, que la peur change de camp. C'est comme quand Bush ou Trump dit il faut que la peur pour le terrorisme change de camp. Il faut que ce soit. Il ne s'agit pas que la peur change de camp. Il s'agit que la compréhension du problème devient pour tout le monde la même. L'appréhension et la compréhension. Alors laissez-la expliquer sa pensée. Je ne parle pas de la peur des violences. Je parle de la peur de dénoncer les violences. Et aujourd'hui, les études le montrent, et toutes les histoires que nous entendons ces derniers temps le montrent, il est extrêmement difficile pour une femme d'affronter son agresseur et d'aller le dénoncer. C'est de cette peur-là dont je parle. Nous avons finalement intériorisé ces violences que nous subissons. Elles ne nous font même pas particulièrement peur. Mais lorsque une femme subit une violence, il y a d'abord ce silence auquel elle s'astreint elle-même. Et lorsqu'elle a le courage d'aller dénoncer ses agresseurs, je peux vous donner des exemples très récents. L'affaire Khadija l'a montré. Quand on voit le lynchage public auquel ces femmes s'exposent lorsqu'elles prennent la parole, on ne peut être qu'admiratif de leur courage et dire que la peur doit changer de camp. Alors la question qui sur toutes les lèvres, justement pour vous, Madame Chaoui. Il y a deux volets. Sur la question que vous avez posée à Maître, c'est qu'il y a deux volets. Il y a effectivement le calendrier. Il y a un calendrier que le gouvernement devait respecter vis-à-vis de ses engagements avec Donc il y a un calendrier intérieur, pas de politique intérieure. Le calendrier imposait à ce qu'il y ait une loi aujourd'hui contre les violences à l'égard des femmes. Ceci dit. Par rapport à les deux campagnes, MeToo et Balance ton peur, ils ont un peu encouragé les femmes à sortir du silence. Parce que, comme vous le voyez, l'harcèlement, le viol, c'est des infractions qui passaient sous silence, qui étaient difficiles à dénoncer, que la femme n'osait pas se culpabiliser. Bon, si on a le temps, je pourrais vous dire pourquoi la femme se culpabilise quand elle est victime de viol ou quand elle est victime d'harcèlement, parce qu'on lui dirait pourquoi tu portais ça, pourquoi, parce que quand non, alors on n'a pas le temps de parler de ça. Par contre, la question qui est sur toutes les lèvres, Madame Chaoui, Maître Chaoui, c'est comment prouver... Laissez-moi juste finir. Quand on va porter plainte, on va lui demander qu'est-ce que vous portez. Donc, c'était des sujets. Moi, je vous disais que déjà la violence à l'égard des femmes, la dénoncer, c'était un sujet tabou il y a 20 ans. Donc, on n'en parlait pas. C'est le mouvement féministe qui en a fait un débat sociétal et après, on a plaidé pour avoir des lois. Donc, aujourd'hui, les deux campagnes ont encouragé les femmes marocaines. Moi, je vous donne un exemple. Si je me permets de parler du victime de Bachirine, elle a été encouragée pour porter plainte par la campagne MeToo. Donc ça l'a encouragée à porter ça, a encouragé des gens à se dire bon, il y a des stars qui ont passé ça. Alors rapidement, parce que le temps nous presse, Maître Chaoui, comment on peut prouver justement parmi les choses qui font peur, comment une femme qui a été ou qui dit avoir été victime, ça on en parlera tout à l'heure, comment elle peut prouver son viol, les violences dont elle a été victime, le harcèlement, sans éviter d'être elle-même d'accès d'abus ou de dénonciation. Comment on peut prouver ça? Vous êtes avocate et vous êtes aussi présidente de l'association. Accès-abus, ça, je préfère ne pas en parler parce que je pense qu'il y aurait des exceptions d'accès d'abus, mais la règle générale, c'est que la question, j'aurais aimé, quelles seraient les problématiques des femmes à porter la preuve contre ce qu'elles ont subi aujourd'hui. Nous savons qu'au Code pénal, nous avons aujourd'hui, Maître peut le confirmer, nous avons un problème de preuve. C'est pour ça que les viols, ils ne sont pas sanctionnés de la même façon qu'en Europe, parce qu'on a un problème de preuve. Aujourd'hui, le challenge, le défi pour cette loi, c'est l'application. C'est comment l'appliquer. C'est comment avoir une flexibilité pour la preuve. C'est comment se comporter avec cette femme qui va venir porter plainte. Comment l'aider à porter la preuve. Comment l'obliger, elle, à amener la preuve. Déjà, je vais vous dire... C'est quoi la preuve d'un viol? On commence par un certificat médical. Non, le viol, c'est l'absence de consentement. Prouver l'absence de consentement est quelque chose qui est difficile. Non, mais la preuve, je pense qu'il parle de la preuve matérielle. La preuve matérielle, les deux. Oui, mais la preuve matérielle... Non, mais c'est vrai, c'est un problème. C'est pour ça que j'ai posé la question. La preuve est par définition extrêmement difficile à apporter. Puisque comment prouver l'absence de consentement? Si ce n'est par un faisceau d'indices qui viennent nous dire que
cette femme ne pouvait pas vouloir ce qui lui est arrivé. Or, aujourd'hui, il faut replacer tout le débat, et la centralité du débat, c'est la question du consentement. Sur le harcèlement, sur le viol, tous ces sujets-là. Comment prouver le harcèlement? Voilà. Aujourd'hui, avec cette loi, comment prouver le harcèlement? Et on demande à la femme victime d'apporter cette preuve. C'est ça qui de toutes les manières. Naïm, vous allez m'excuser, le temps passe. Nous allons marquer une pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Merci. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Débrief où nous poursuivons notre débat sur la question de la loi 103/13 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous en débattons avec Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, avec Maître Fatem Zahra Chaoui, vous êtes avocate et aussi présidente de l'association pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes, et Maître Eles Lassi, vous êtes avocat d'affaires. Juste avant la pause, nous parlions de la preuve de ces actes de viol ou de violence, mais une question qui rejoint un peu celle de la preuve. Vous, Naïm Kamal, en tant qu'homme, est-ce que vous ne vous sentez pas menacé, justement, quand, dans votre quotidien, dans vos relations avec toutes les femmes que vous côtoyez, dans votre quotidien, dans votre travail, dans la société, un peu partout, est-ce que vous n'êtes pas concerné, est-ce que vous n'êtes pas menacé, est-ce que vous n'êtes pas inquiet par cette question? Et de là, vous allez m'expliquer ce que vous disiez juste avant la pause sur la preuve. Non, ça me rappelle ce que disait Chirac. J'aime bien votre sourire en répondant. Non, parce que ça me rappelle ce que disait Jacques Chirac, ancien président de la France, quand le sida avait fait son apparition. Il a dit, si j'avais 20 ans de moins, je m'en inquiéterais. Je pourrais peut-être dire la même réponse. Je pourrais peut-être dire la même... Non, c'est vrai. Sérieusement, je vais vous donner l'exemple d'une vidéo qui a circulé dernièrement. Une dame qui s'était à Casablanca, qui s'est faite arrêter par un barrage de police, contrôle de documents ou alors pour une infraction. Et elle a dit aux policiers devant une caméra, vous m'avez harcelé. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas inquiétant aussi pour les hommes de se retrouver dans des cas pareils? Je sais que votre Chaoui a parlé de cas exceptionnels, mais enfin... C'est tout le risque. Non, moi je voudrais, avant d'en arriver là, parce que là on est dans l'extrême, on est dans l'accusation calomnieuse, diffamatoire, etc. On peut l'appeler comme on veut. Moi ce que je voudrais, c'est-à-dire qu'on est vraiment, et on s'y retrouve un peu dans d'autres pays occidentaux, dans certains pays occidentaux, c'est qu'on est dans la difficulté de monter dans un même ascenseur avec une femme, en tête-à-tête, parce qu'on a peur de ce qui peut advenir, parce qu'à n'importe quel moment, il peut vous dire qu'il a essayé de me violer dans l'ascenseur. Bon, fort heureusement, on équipe de plus en plus les ascenseurs de caméras. Au début, c'était pour protéger les femmes, maintenant c'est pour protéger les femmes et les hommes, les uns des autres. Non, mais c'est la vérité. Maintenant, il y a une autre barrière. Moi, je ne parle pas du harcèlement, je ne parle pas du harcèlement direct, je parle de simplement le fait que vous avez envie de dire à une femme qu'elle est belle, qu'elle est jolie, qu'elle vous plaît. Alors, est-ce qu'on est dans le harcèlement ou on n'est pas dans le harcèlement? C'est exactement de la même manière que tout à l'heure on disait, bon, il y a viol, où on est la preuve, je le fais pour revenir à la question. Et c'est là où c'est embarrassant. J'ai vu sur les réseaux sociaux des micro-trottoirs scandaleux, des gens qui disent, ouais, maintenant avec cette loi, si une femme ne se fait pas draguer dans la rue, elle va pleurer la nuit chez elle. On a vu de ce genre non, c'est carrément provocateur, on a tous vu ça. De bêtises mais le problème, c'est qu'il y a une partie, et c'est là où je reviens à ce que disait tout à l'heure Maître Chaoui, sur la femme qui n'ose pas se dénoncer parce que, quelque part, dans son inconscient, on lui a inculqué sa propre responsabilité par son comportement, par ses habits, et elles se sont retenues. Donc, tout l'équilibre à trouver dans une société, et on l'a vu dans la campagne de MeToo en France ou aux États-Unis et ailleurs, que ça pose un vrai problème autant à des hommes qu'à des femmes. C'est-à-dire à partir de quel moment on entre dans le champ de l'agression, pour appeler les choses par leur nom, à partir de quel moment qu'on... C'est-à-dire, je drague... C'est votre vision, vous avez répondu. Je tombe amoureux... Non, je m'arrête. Je tombe amoureux d'une femme. Et j'ai envie de la courtiser, pour ne pas dire la draguer. J'y vais.
je n'ai aucune intention ni de la forcer ni de la violer. Mais je me fais insistant. Parce que je suis amoureux. Très bien, on a compris. Alors maintenant, on va voir la réponse de deux dames, juristes, avocates, et en plus dames. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Vous êtes en train de dire... Mélange. Non, mais je vais vous répondre. C'est les faits. Je veux vous répondre. Vous mélangez. La réponse. Parce que vous confondez... Madame Chaoui, c'est bien sûr. Deux choses. Vous confondez deux choses. Vous confondez quelque chose qui relève du degré, de l'intensité, et quelque chose qui relève de la nature. Un dragueur un peu lourd, insistant, ça relève du degré. Mais à un moment, il y a un changement et on se trouve dans un rapport qui est d'une toute autre nature à partir du moment où ce rapport est violent, où ce rapport est disrespectueux, à partir du moment où on ne se pose pas la question du consentement. En fait, c'est une question de perception de la part de la femme. Il y a la question du consentement. Non, c'est très simple, je vous assure, c'est très simple. Oui. Voilà, c'est très simple. Vous voulez draguer une dame... Tant mieux, enfin, c'est très bien, allez-y, on n'est pas là pour vous empêcher de le faire, mais je pense que vous avez... Sinon, femme ne va pas se marier pour faire le réactionnaire total. Exactement. Ah ouais, non, ça c'est complètement réactionnaire, ça c'est complètement déplacé, oui, effectivement. Nous sommes d'accord, mais vous savez, je pense que vous avez en vous cette capacité de discerner à partir de quelle manière le faire. Je suis désolée, quand je marche dans la rue, je n'ai pas le sentiment que tous ces messieurs ont envie de faire ma connaissance et d'aller prendre un café puis de discuter. Donc c'est bien ce que je dis, c'est une affaire de perception aussi, voilà. Et donc ça reste subjectif. Ça n'est pas de la perception, excusez-moi. Non, là c'est absolument pas subjectif. Là c'est dans la nature même du comportement qu'il y a un problème. Ce monsieur qui va m'interpeller dans la rue ne se pose pas une seconde la question de mon consentement, ne se pose pas absolument pas une seconde la question de ma perception. Et il y va de manière agressive. Et il y a un autre problème. Si nous sommes aussi énervés aujourd'hui, excusez-nous, on n'aime pas être énervé, c'est pas agréable comme attitude. Si nous sommes aussi énervés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a c'est un quotidien, c'est un cumul. C'est que l'espace public ne nous appartient plus. Donc à un moment, moi je me souviens très bien, la première fois quand je suis partie en France et que j'ai démarré mes études, je marchais dans la rue et je trouvais ça très bizarre. Je me disais, mais il y a quelque chose de bizarre ici dans la rue, au-delà de... Eh bien, ce qui est bizarre, c'est que personne ne vous embête, c'est que personne ne vous parle. Et que si un monsieur a envie de s'adresser à vous, il va trouver un moyen élégant de le faire. Et je vous assure, c'est absolument bizarre. Extrêmement agréable, au demeurant. Extrêmement agréable de pouvoir marcher librement. Madame Chaoui. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Naïm. Généralement, ce sont les femmes qui ont peur de monter dans les ascenseurs avec les hommes. Moi, je vous l'ai dit, à partir de moi... Je peux vous dire que depuis un certain temps, pas la peur a changé de camp, mais la loi, bien sûr que l'espace public, c'est un espace mixte pour hommes et femmes. Les hommes sont imprégnés. Aujourd'hui, l'espace, c'est un espace carrément masculin. Les femmes, elles sortent pour faire des courses. On n'a plus le droit de marcher dans l'espace public qui devait être notre espace aussi, comme on veut. On a peur pour nos filles, on a peur pour nos nièces, on a peur. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Elle est là, existante. Ce que vous avez dit, draguer, de toute façon, le Ghazal a toujours existé dans même dans la poésie arabe. Dans la poésie arabe. Donc les Arabes ont toujours été poètes. Dans le théâtre. Oui, mais il y a la manière. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle dit? La loi aujourd'hui, déjà, pour moi, c'est insuffisant. Par exemple, la loi, elle dit quiconque persiste. Déjà, persiste. Le terme persister. Alors, allez interpréter. Donc l'acte en lui-même, initial, n'est pas répété. C'est après. Comment l'expliquer? C'est-à-dire, si tu lui dis un mot gentil et tout. On dit un mot gentil, mais ça ne rentre pas dans persister. Et le harcèlement, il est à caractère sexuel. Donc, c'est-à-dire, déjà pour moi, c'est un peu ambigu. Si dans la rue, il peut ne pas dire un terme sexuel, parce que là, le harcèlement, c'est très subtil. C'est très subtil, c'est pour ça qu'il n'était pas dénoncé. Donc finalement, pour revenir à la preuve, ce qu'on peut prouver, ce sont les textos, c'est les messages qu'on reçoit, tout ce qui est écrit. C'est très subtil. Comment prouver? Pourquoi vous réduisez l'espace public à la rue? À la rue. Non, je dis non, mais la rue et l'espace public. Non, la rue est moins protégée. Il y a l'espace public que dans un lieu de travail, par exemple. Pour le harcèlement, c'est l'espace travail. Ah oui. Moi, quand je dis quand je parle espace public, j'insinue tout ce qui n'est pas privé, tout ce qui est en dehors. Au travail, il y a parfois, et souvent, le rapport hiérarchique qui rajoute
à l'abus. Pourquoi aujourd'hui on parle de l'autorité l'arrêt et le pouvoir. Aujourd'hui on parle de l'arrêt parce que c'est la nouveauté qu'il y a. Parce que dans le code pénal, il existe le harcèlement dans l'incriminalisation, le harcèlement dans le travail avec le concept pouvoir. Donc il a toujours existé et on avait toujours un problème de preuve. C'est pour ça il n'était pas très pratiqué, il n'était pas très applicable parce qu'il y a toujours eu Donc on le revient au problème de problème de preuve. la preuve. Donc Voilà. aujourd'hui, la nouveauté dans cette loi, c'est qu'elle a incriminisé aussi le harcèlement dans les rues. C'est la nouveauté. Donc c'est pour ça. Mais toujours est-il, comment prouver que de toute façon, à caractère sexuel, ça a existé aussi dans le code pénal. Donc, comment prouver que ce qui a été dit de caractère sexuel ou pour des finalités sexuelles, comment prouver persister, quelle est l'interprétation que va interpréter le juge qui fait partie de la société dont on en parlait, comment il va interpréter Vous avez des réponses? Oui, il y a une réponse, c'est d'arrêter de focaliser sur la preuve. Et mettons Ça ouvre au la voie centre... à tous les abus. Non, mais partons du postulat... Ça peut ouvrir la voie à des abus, et là, ce ne sera plus l'exception. Oui, non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut condamner sans preuve. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je dis simplement que si on renversait le paradigme et si on considérait qu'une victime, qu'une personne qui vient et qui établit cette démarche d'aller dénoncer, a quand même une présomption de sincérité de sa parole. Et si on partait de ce postulat, que c'est déjà quelque chose de suffisamment... Vous parlez du viol ou du harcèlement? Je parle des deux, puisque la la question... Mais c'est si, pas la même chose. Elles ont en commun la problématique de la preuve. La problématique de la preuve, elle est commune aux problématiques de viol, elle est commune aux problématiques de harcèlement. Et aujourd'hui, ce qui est véritablement problématique, ce n'est même pas tant la preuve. Ça l'est, c'est un des problèmes. Mais pour moi, ce qui est supérieur à la problématique de la preuve, c'est le problème de la crédibilisation et la crédibilité de la parole des victimes. L'affaire Khadija, cette jeune femme qui a été violée par plus d'une quinzaine d'hommes ou une quinzaine d'hommes pendant 2 mois, tatouée, l'affaire de Frey Ben Salah d'Ouled Ayad plus précisément, Khadija, sa parole, elle est partie, son corps est une pièce à conviction et on l'a tout de suite attaquée. Je ne vous parle pas du volet judiciaire qui est en cours avec des expertises en cours, etc. Elle a tout de suite été attaquée sur la question de sa parole en disant que puisqu'elle se vêtit de telle manière ou telle manière, et d'ailleurs c'est complètement diffamatoire, elle ment. Et donc on l'a tout de suite traitée de menteuse. C'est le mauvais exemple. Pourquoi ce serait le mauvais exemple? C'est un parfait exemple. Ça pourrait faire l'objet d'un débat, cette affaire pourrait faire l'objet d'un débat à elle seule, oui. Parce que les médias et les réseaux sociaux se sont enflammés et à tel point qu'on ne sait plus où est la vérité, où elle n'est pas. Et là, c'est un débat, parce que vous êtes en train d'affirmer... Voilà. Donc là, on ne va pas parler d'une affaire qui est en justice. Dans cette affaire, il y a eu un moment où j'ai cessé de vouloir me faire... On ne va pas parler de ça. Par contre, moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Sur la preuve. Sur la preuve, et justement, pour compléter ce que vous allez dire, sur la preuve et le viol, on le disait hors antenne, une femme ne va pas s'amuser à aller chez les policiers et leur dire voilà, j'ai été violée. Par contre, sur le harcèlement, ça peut être un règlement de compte, ça peut être. Alors, on revient sur la preuve, mais du côté harcèlement surtout. Sur le viol, comme a dit Naïm, les choses qui sont extrémistes, moi je préfère ne pas en parler. Je préfère parler de la réalité marocaine aujourd'hui, du problème qu'il y a, des violences à l'égard des femmes, des difficultés des femmes. Je suis là pour parler des difficultés des femmes à porter la preuve, à dénoncer, déjà les encourager à dénoncer, à les accueillir. Quelles sont les mesures de prise en charge pour ces femmes à les accueillir? Moi, je travaille de près et à proximité avec les femmes victimes de violences et je sais ce qu'elles subissent comme violence aussi administrative et j'en ai la preuve tous les jours. Aujourd'hui, la femme, quand elle va... qu'elle soit victime sur l'harcèlement dans les rues, on n'a pas encore les preuves, on n'a pas encore la pratique. C'est à travers la pratique qu'on pourrait savoir. Mais sur le viol, aujourd'hui, quand une femme a été victime de viol et que, comme je disais, c'est des infractions qui passent sous silence et qu'après grossesse ou après qu'elle aille pour déjà qu'elle sorte qu'elle soit accompagnée et qu'elle puisse porter plainte. Déjà, quand elle va chez la police, on va lui dire « Tu as été où? Tu portais quoi? Tu es passé par où ?» Donc la culpabiliser...
Aujourd'hui, pour avoir un certificat médical, il y a des centres qui demandent à la femme victime de viol qui ne dénonce pas sur le champ d'aller apporter du parquet. Aller faire le constat du viol chez le médecin. Du parquet pour faire le. Il faut que ce soit un médecin. Légiste. Légiste. Aujourd'hui, il y a des cellules d'accueil de femmes victimes de violences qui ont existé, qui ont toujours existé, qui ont été institutionnalisées dans la loi, dans cette loi 103/13. Il y a ces cellules, ils ont existé depuis quelques années, mais qui n'ont pas été institutionnalisées, qui devaient normalement, prendre en charge les femmes victimes de violences. Eh bien, à part les gens que nous connaissons, avec qui nous avons un travail de proximité, qui est un travail personnel des personnes, et je salue ici les cellules qui travaillent avec nous. Je voudrais vous lire pour passer au deuxième sujet, s'il vous plaît. C'est là la preuve, c'est là le problème de la preuve, parce que ça commence ici. Il y a un problème, je voudrais vous lire un passage du CNDH, dans un précédent rapport sur l'état de l'égalité de la parité, paru en octobre 2015, le CNDH disait ça. Oui. La prégnance des stéréotypes de genre a d'autant plus d'impact dès lors qu'elle concerne des acteurs qui ont pour mandat de protéger et de promouvoir les droits humains des femmes, notamment le législateur, le magistrat et le système de sécurité. Or, ce sont précisément des corps peu féminisés et ayant souvent tendance à privilégier la morale et les valeurs patriarcales aux dépens de l'application stricte et équitable des lois en vigueur. Donc c'est un problème qui a trait aussi à la preuve. On fait un tour de table et on passe au second sujet parce que Donald Trump, qui est aussi un peu concerné par ça, nous attend. Vous commencez par moi? Oui. D'accord. Alors je vais vous dire. Honneur aux hommes, pourquoi pas? C'est en partie vrai. C'est le CNDH qui le dit, donc ça doit être certainement vrai, parce qu'il a fait les études, certainement. Allez-y. Non, maintenant, le CNDH tombe dans la sacralité lui aussi. Ce n'est pas une question de sacralité. Il consulte les associations, il travaille. On ne parle pas de sacralité, là, on parle d'un fait. D'un fait. Non. C'est ma parole d'évangile. Ils peuvent se tromper. On peut être d'accord avec vous. C'est quand même une institution constitutionnelle et bon, on sait comment elle fonctionne. Mais allez-y, répondez, allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de ça quand il dit que ce sont précisément des corps peu féminisés? C'est-à-dire, c'est en partie vrai que la dominance masculine sur les corps de la magistrature et de la sécurité, c'est-à-dire de la police ici ou de la gendarmerie, est un facteur aidant ou aggravant, si vous voulez. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un grand nombre de femmes, et ça me pose un réel problème, qui sont dans cette mentalité, dans cette culture et dans cet esprit. Je n'oublierai jamais une phrase. La manifestation, les deux manifestations de soutien ou contre le plan d'intégration de la femme dans le développement, celle de Casablanca. Merci, Madame Chaoui. On va passer au deuxième sujet. Allez-y. Mais c'est ça le but. Les femmes étaient plus nombreuses à Casablanca, hostiles au plan d'intégration dans la femme dans le développement. Je suis désolé, mais rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. C'est vrai que nous avons besoin, quand il y a des femmes, que de toute façon, la représentation, que ce soit politique, que ce soit administrative, que ce soit des femmes aujourd'hui, elle a régressé, elle est minime. Donc, il n'y a rien à dire. Mais effectivement, je suis d'accord avec M. Naïm, c'est une mentalité aussi. C'est une culture. C'est une culture, c'est qu'il y a des femmes aussi qui ont cette culture, qui ont ce cumul de la société patriarcale. Donc aujourd'hui, on peut, je peux le dire, et je le dis, on peut avoir des femmes qui sont plus patriarcales que des hommes. Ça, c'est l'ensemble de la société. C'est une culture qui est générale. Mais je n'aime pas l'idée qui consiste à pointer du doigt la femme et en disant... en la désignant comme responsable ou en tout cas chargée d'une responsabilité supplémentaire que celle de l'homme, de régler cette problématique. C'est une responsabilité collective. Et si nous voulons avancer, nous devons avancer ensemble. Et pointer du doigt les femmes en disant les femmes ont une responsabilité particulière parce qu'elles sont femmes, c'est à mon sens une erreur. Nous sommes tous responsables, il s'agit de la moitié de l'humanité. Et si nous voulons faire avancer les choses, nous devons le faire ensemble ou on n'y arrivera pas. Alors nous allons rester sur ces paroles sages pour ce premier sujet et nous allons partir pour les États-Unis où Donald Trump qui a aussi quelques frasques avec les femmes, on ne va pas parler de ça. Cette semaine passée, le président américain a été ébranlé par deux coups de massue, ce qu'on peut appeler des coups de massue, aussi rudes que durs. Une tribune anonyme publiée dans le célèbre New York Times, où une tribune qui a été écrite par quelqu'un de l'intérieur de l'administration qui a dit
hommes ou femmes qui sont plusieurs à résister de l'intérieur, donc tribune anonyme. Et deuxièmement, le livre Événements de Bob Woodward, le tombeur de Richard Nixon en 1974, un livre qui s'appelle Peur. Alors, Naïm, on reste toujours encore une fois avec vous. Donc, président Trump, c'est sorti de l'accord de Paris, c'est la sortie de l'accord sur le nucléaire, c'est la sortie iranien, c'est la sortie de plusieurs partenariats stratégiques. Est-ce que vous pensez que ce président, de la manière dont il est décrit aussi bien dans cette tribune que dans ce bouquin, met finalement les États-Unis dans une position isolée, irréversible? Avant j'aimerais dire qu'on ne s'éloigne pas trop du sujet qu'on vient d'aborder. Non, mais j'ai bien dit qu'on n'allait pas parler des problèmes de Donald Trump. Voilà un homme sur lequel tout glisse. Toutes les accusations des femmes, quand on voit ce que Monica Lewinsky a coûté à Bill Clinton comme problème et comme contrition publique à la télévision. C'est pas fini, il y a encore une affaire de l'actrice. Et que rien ne prend chez Trump. Maintenant, vous savez, on est dans le système de la Pax Americana dans toute sa splendeur, si pour autant on puisse appeler ça splendeur. Et les splendeurs certainement pour Trump et son clan, mais pas pour le reste. Évidemment, ni ce qu'a écrit Bob Woodward, ni l'article anonyme, soi-disant, mais il est connu, je crois, c'est un ancien conseiller de... Non, c'est quelqu'un de l'administration, son nom n'a pas encore été... Ils ne savent pas encore qui c'est. Non, mais il y a des soupçons. Donc, il ou elle, et ils ne savent pas encore. Donc n'arrive pas à mettre en difficulté Donald Trump dans son électorat. Donc il faut être essentiel. C'est dans son électorat qu'il est en difficulté, qui n'est pas en difficulté, et en partie dans l'électorat américain. Maintenant, Donald Trump, moi je voudrais bien que quelqu'un trouve les clés pour expliquer cette énigme qui arrive, qui met à mal ses relations avec l'Europe, l'allié principal. Parce qu'il a commencé par malmener l'Europe. Le retrait des accords de Paris. Non, mais il a commencé, ses alliés, il a commencé à malmener l'Union européenne en encourageant les Britanniques à quitter au Brexit. Il a créé des problèmes avec les États-Unis. Bon, il les cache, il dit tout ce que l'Amérique a toujours fait, il le dit crûment. Avant, on trouvait les moyens d'envelopper dans des stratégies, dans des politiques, dans des phrases diplomatiques, une politique de la Rome des temps modernes, parce que c'est ça Washington aujourd'hui, c'est la Rome des temps modernes. Et je me demande jusqu'où, parce qu'il est entré dans une guerre commerciale avec la Chine, avec l'Europe, avec le reste du pays, avec tout le monde. Donc vous pensez qu'il est en train de passer son pays dans une période d'isolement? À partir de quel moment le reste du monde, parce qu'il faut appeler les choses comme ça, bon, il y a la Russie qui fait beaucoup de résistance et efficacement, il y a la Chine qui est capable de faire de la résistance, mais quand le reste, en dehors de ça, qui est capable de dire non aux États-Unis d'Amérique, et à partir de quel moment les alliances mondiales et internationales vont être bouleversées de manière à isoler sur le plan, le plan international les États-Unis, et c'est en les isole qu'il est le risque. Donc pendant ce temps-là, à l'intérieur, Haïlé Selassie, lui, il n'est touché par rien, il semble n'être touché par rien, il réagit, il est énervé. Donc l'année dernière, il y a eu le livre en début d'année de Wolf, de Michael Wolf, avec des témoignages anonymes que le président a essayé d'identifier. Là, il y a la tribune, il y a le bouquin de Bob Woodward, donc toujours avec des témoignages anonymes que le président essaie d'identifier. Puis la dernière tribune, et c'est là où je voulais en venir, anonyme, il a demandé clairement au New York Times de révéler l'identité ou des auteurs, et il a demandé à ses services, pour raisons nationales, des raisons de sécurité nationale, d'identifier la personne. Est-ce qu'il en a le droit? Là, c'est une question que je pose à la juriste. Il en a tout à fait le droit. Il en a tout à fait le droit, puisqu'il est maître à bord de la Maison-Blanche, et il est là pour mettre de l'ordre dans la maison. Il est entouré de conseillers, il est entouré d'un certain nombre de personnes qui sont tenues au secret au sein de cette maison, et qui sont tenues au secret à des niveaux différents en fonction de leur mission.
Et donc, en sa qualité de président, il est de son droit, je dirais même de son devoir, de s'assurer de la parfaite marche de sa maison. Et le fait que soient révélées des informations devant rester confidentielles le met en position de le faire. Maintenant, la question qui se pose, disons de manière inversée, est-ce que le New York Times a l'obligation de révéler à Donald Trump l'identité de sa source? Et là, ça pose un débat d'une autre nature sur la protection des sources, voilà, exactement, sur la protection des sources réservées aux journalistes. Donc lui est dans son rôle, de faire le ménage, on va dire, Il invoque la sécurité nationale. Il invoque la sécurité nationale puisqu'on ne sait pas qui est l'auteur des sources. Et peut-être qui est l'auteur, des fuites. Et donc si cette personne... Quelqu'un qui est dépositaire de secret d'État. Est-ce qu'il y a des secrets d'État? Il y en a évidemment. Non, dans l'article. Non, ce sont des gens qui disent des choses sur le président et qui sont eux-mêmes dépositaires de secrets défense. Ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est son tempérament. On a parlé de son tempérament. Voilà, c'est ça. Madame Chaoui, en 30 secondes, comment est-ce que ce président peut terminer son mandat ou pas? En 30 secondes. À mon sens, comme on disait, quand on parle d'un contexte, on parle de culture. Moi, à mon sens, le président Donald Trump, vu tout ce qu'il a fait avec les autres pays, moi je pense que l'Américain moyen est aujourd'hui d'accord avec le président Trump. Le président Trump, l'économie va très bien. Donc, pour l'Américain qui est dans un pays capitaliste, c'est l'homme d'affaires. De toute façon, pour moi, il a toujours géré la Maison-Blanche comme il gérait son entreprise. Donc vous pensez que sur le plan populaire, il est bon, sur le plan politique, il est un peu sur le plan économique, et c'est important pour les Américains, le plan économique. Aujourd'hui, il a promis des postes de travail aux Américains. J'ajouterai juste une chose, et en plus, c'est que l'Américain aujourd'hui, il rend à l'Amérique sa place qu'elle a toujours eue. L'Amérique de first. C'est l'Américain aujourd'hui. Tous les Américains ont cette perception. C'est fini pour aujourd'hui. Merci maître, merci mesdames, merci Naïm d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la même émission, pour le débrief. D'ici là, restez sur Medi 1. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci.